Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Analyse du BTC, on parlera de la clôture weekly, on verra en daily comme quoi on a un affaiblissement des acheteurs, on verra ETH BTC et l'Ether, et ensuite on verra le S&P et le Nasdaq. Il y a pas mal de choses à dire, surtout la dernière fois que j'ai fait une update sur BTC, c'était un moment, c'était il y a 3-4 jours à peu près, donc il y a des choses intéressantes à dire. Alors, en weekly, c'est pas... Alors, pour le moment, on n'a pas un signal de retournement. De toute façon, en weekly, c'est simple. On est bloqué entre deux bornes. On a ici notre borne basse et notre borne haute, ok. Mais il y a quelque chose que j'aime pas et qu'on voit surtout en daily, c'est là, on a eu un tentative de breakout de ce niveau-là, mais on a juste pris la liquidité et on a clôturé dans le rouge, donc en négatif, ce qui est pas terrible. Et de toute façon, en daily, on l'avait fait ici. Et voilà. En général, c'est pas ce qu'on veut voir. C'est pas du tout ce qu'on veut voir. Alors c'est pas spécialement un signal comme qu'on se retourne, mais c'est un signal qui nous montre comme quoi on a un affaiblissement et qu'on va potentiellement rentrer dans un range, et on est rentré dans un range suite à ça. Le fait de, ici, hop, tenter un breakout, à ce moment-là, ok, réintégrer et clôturer dans le rouge. Donc là on a des acheteurs qui sont bloqués, et au moment où on revient chercher ce genre de niveau, bah, ça peut faire office de résistance. Pourquoi? Parce que les acheteurs bloqués cherchent à sortir de leur position, et un acheteur qui sort de sa position, c'est tout simplement une vente en marché. Donc c'est la question que j'avais répondu d'ailleurs la dernière fois. On avait ici un VTOP, ok. Souvent ces VTOP sont amenés à être testés, retourner dans notre zone de Fibo et combler les zones d'imbalance pour potentiellement soit structurer une plus grosse structure en W, ok, soit au contraire avoir un MTOP. Mais en tout cas, techniquement on a un affaiblissement, et on le voit surtout au niveau du MACD. On a ici une divergence potentielle qui n'est pas encore validée, mais ça nous montre quand même comme quoi on a un affaiblissement. Ok, sur l'indicateur on fait un sommet plus bas que le précédent, sur le prix on fait un sommet plus haut que le précédent. Donc ça nous indique tout simplement que les acheteurs s'affaiblissent. Comme je dis, la divergence n'est pas validée, elle sera validée si on passe ce niveau-là, parce qu'on fera ici une structure en M sur le MACD, et c'est vraiment notre confirmation. Je voulais voir aussi avec vous les volumes. Volumes ils sont ici. Et globalement on a des volumes qui sont décroissants. C'est pas ce qu'on veut voir également. En général, pour un marché qui monte, on va avoir des volumes qui sont croissants, des volumes acheteurs qui se montrent, ok. Voilà, par exemple, bon, ici quand on a ce genre de breakout, c'est parfait d'avoir des volumes acheteurs. Là ça nous montre globalement que le breakout il est soutenu, mais même si je me mets ici, là quand on tente de break, on voit qu'on a des volumes acheteurs qui sont présents, d'accord. On peut pareil, hein, ça marche un peu comme le MACD, on peut chercher des structures sur les volumes, et par exemple on peut voir ici un W. Alors c'est plus technique, ok, mais ça peut nous montrer comme quoi on a un réveil des acheteurs et on a vraiment des volumes. Et quand on tente, comme on voit ici des breakouts, hop, par exemple ici, on essaie de break, ok, on voit que c'est faible, d'accord, on voit qu'il n'y a pas trop de volume, c'est pas terrible. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas dans une zone où moi personnellement je chercherais à long d'un point de vue swing, comme ça en daily. Alors on est toujours au-dessus de nos niveaux de support qu'on avait identifiés. C'était quoi ça? Bon, on s'est fait rejeter dans notre zone de rechargement, oui, ça on l'avait vu la dernière fois. Voilà, on se fait rejeter dans notre zone de rechargement, et ici, hop, sur du plus court terme, cette zone de rechargement, on est venu parfaitement la retester et combler cette zone d'imbalance. Pour des gens qui cherchaient à short, c'était une zone idéale. Je vous rappelle, les zones de rechargement, ça nous permet de déterminer des zones d'intervention qui nous permettent de savoir si on cherche plutôt des longues ou si on cherche plutôt des shorts. Et là, il fallait mieux chercher des shorts dans ce niveau-là. Si on break, pour le moment, il n'y a pas de confirmation comme dit qu'on est spécialement bearish, hein, on est globalement dans un range. On est bloqué ici entre deux bornes. Si on casse à la baisse, on validera tout simplement une structure en M, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent. Est-ce que chercher des shorts ici, ça peut être intéressant? Aller chercher un rissoir de 2 pour 1. Ça nous viendrait prendre la liquidité ici. C'est un trade qui peut se prendre. En vrai, c'est une entrée qui peut être intéressante. On a notre localisation qui est globalement notre zone de rechargement et cette zone de résistance ici, ok. On a notre divergence MACD, on voit qu'on a des volumes qui sont pas terribles. Ce qu'il faudrait, ça serait attendre la confirmation de la structure. Donc avoir un réel breakout, d'accord, pas une prise de liquidité comme on a fait ici, avoir réellement une cassure, un pullback, chercher à rentrer, recevoir de 2 points. Même si en général j'aime pas on mette un TP qui passe un nouveau creux, ok, j'aurais préféré avoir ici mon 2 points, mais au vu, comme je dis, de l'économie, ça m'étonnerait pas un BTC qui revient chercher les 20 000 $. Après attention, on n'anticipe pas, ok, là ce que je fais, j'anticipe en disant ça, en disant que ça m'étonnerait pas qu'on vienne les chercher, mais je ne prends pas mes décisions en fonction de ça, d'accord. Je vais pas me dire, ok, je short maintenant parce qu'on va aller sur le moins 20 000 $. Non, le but c'est pas d'anticiper, c'est pas de prédire, c'est de réagir avec les données, avec ce qu'on a sous les yeux. Et moi ce que je vois, c'est on bloque sur un niveau de résistance avec une perte de momentum. Et ce qui nous manque, c'est la confirmation d'une structure. Pour le moment, on n'a pas de confirmation. La structure, c'est vraiment le dernier élément qui nous dit, ok, on change de dynamique. Dynamique haussière, creux et sommet
de plus en plus haut, ok, et ben là on pourrait faire un début de top de marché avec cette structure en M, ce qui nous confirmerait globalement comme qu'on inverse la dynamique. Voilà, avec bien sûr une gestion de risque qui est bien gérée, vous avez un bon money management, etc. On fait pas de all-in sur ce genre de position, mais c'est une position qui peut clairement se prendre, et bien sûr, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, bah globalement cette zone c'est toujours une zone de support. Par contre si on la casse, elle fera clairement office de résistance. Et sur du plus court terme, chercher des longues sur ces niveaux-là peut être intéressant. Par contre pareil, si on les casse, c'est des niveaux qu'on peut venir chercher pour shorter le marché et accompagner si on change de tendance. D'ailleurs je voulais voir également nos moyennes mobiles sur du plus court terme, ce que ça donne. Parce que le tunnel lunaire faisait bien office de résistance, de support, pardon. Hop, on le voit ici, support, mais là, on est en train de le casser. Ok, on avait un 15 minutes qui était au-dessus du 1 heure, pareil, qui faisait office de support, et là, on va avoir un cross potentiel entre ces moyennes mobiles. D'ailleurs, on s'est fait rejeter ici au niveau du tunnel 1 heure sur ce pullback. Bon, si on commence à voir le 15 minutes qui cross, prochaine target, c'est sûrement le tunnel 4 heures. Donc c'est pareil, qu'on a des moyennes mobiles qui cross, en général, c'est pas très encourageant. Alors qu'on a un cross à la hausse comme ça, tunnel 15 minutes qui cross le 1 heure, c'est très encourageant, ok, on a une tendance. Par contre, pareil, qu'on cross à la baisse, en général, c'est au moins on rentre dans un range où potentiellement on a une correction et on passe dans une tendance baissière. Donc voilà, d'un point de vue court moyen terme, au vu de ce qui se passe, le contexte, etc., la hausse du dollar, les marchés traditionnels qui ont pas une charte très encourageante, c'est pas très favorable pour le BTC. Maintenant, rien n'empêche d'être longue sur du très court terme. Moi, en tout cas, ici, ça serait pas une zone où je chercherais personnellement à long. Ça, c'est vraiment d'un point de vue swing. Après, pour les investisseurs, vraiment très long terme, j'en parle quand même assez souvent. En général, j'essaye de prendre un peu tout le monde, que ça soit le court, le moyen, le long terme, pour aider un peu tout le monde. Mes vidéos, c'est pas juste une analyse, c'est vraiment aussi à but pédagogique, que vous comprenez les outils que j'utilise, pourquoi je cherche à faire ça, pourquoi je cherche à rentrer en position, pourquoi ça, c'est pas juste je fais ça et vous copiez bêtement. Le but c'est pas de copier, c'est de vous inspirer, de comprendre voilà la méthode que j'utilise, et c'est surtout à but pédagogique pour vous aider et vous accompagner. Ok. Pour les investisseurs long terme, zone de rechargement long terme, donc point le plus bas, point le plus haut. Et voilà, dans cette zone, si vous pensez que le fondat de BTC est intéressant, que les cryptos c'est l'avenir, on est dans une très bonne zone pour faire de l'investissement long terme. Et ceux qui veulent également, on a le coût de production du BTC, même en daily, hop, qui est tout simplement les mineurs, vous savez, quand ils cherchent à sécuriser le réseau, il y a des coûts d'électricité et des coûts au niveau du matériel qu'ils doivent utiliser, et ça on a notre coût de production du BTC. Donc quand on est trop bas, quand on arrive à notre plancher, qui est très rare, mais on a été le chercher quelques fois, mais c'est assez rare, c'est qu'on a des mineurs qui vendent à perte et le BTC passe très peu de temps en dessous de ce niveau-là. Donc on voit qu'on est clairement sur des niveaux intéressants. Rien n'empêche d'avoir un coût de production qui baisse, comme on a eu ici. Ok, on voit qu'il est baissé, le prix plancher est passé de 14 000 à 9 000. Rien n'empêche d'avoir ça, mais c'est très bon outil pour avoir des zones de localisation pertinentes. Et ensuite, lorsqu'on aura notre halving, ce coût de production va doubler, comme on avait eu ici. Voilà, il avait doublé. Et le halving, c'est bientôt, c'est dans quelques mois. Compte à rebours BTC. Compte à rebours, Académie Binance, 192 jours. Donc voilà, c'est pour bientôt. Vers avril 2024, on devrait l'avoir. Donc ce coût de production double, donc c'est-à-dire qu'on aura un prix plancher là qui passera de 15 000 à 30 000 $. Techniquement, on aurait de grandes chances d'avoir un BTC qui se situe à minima vers ces niveaux de prix là. Rien ne l'empêche entre-temps d'aller chercher ces 20 000 $, qui est une zone, comme je dis, si on a l'opportunité d'avoir un BTC qui revient chercher ici, ça m'étonnerait qu'on retrouve un prix plus intéressant que ça. Les gens qui me parlent de BTC à 14 000 $, à 10 000 $, bon, ça se trouve vous aurez raison, et tant mieux pour vous, mais je vous avoue j'y crois moyen. Alors voilà pour le BTC. Pour Ether. Ether, la charte est beaucoup moins jolie depuis qu'on a structuré ce M-top. Hop, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le présent. C'est pas très très joli depuis qu'on a fait cette déviation. Et en monthly, même en monthly ici, on a pareil on avait une bonne zone là qui faisait office de support. Ok, tac ici. Et hop, alors je vais enlever ça. Ça va pas être terrible sinon. On avait notre zone ici et depuis qu'on repasse en dessous, voilà, on essaie une réintégration, on se fait rejeter. Ici, on a tenté de le break, c'est pas passé et on se retrouve sur un bad range. Là, on est sur du plus court terme, bloqué, pareil dans une box, là dans un range. Et Ether prend globalement plus cher que le BTC. Pareil, lui, s'il décide de baisser, revenir chercher des niveaux plus bas,
grâce à un Fibo, un BTC sur les 1360 $, c'est une très bonne zone d'entrée pour du long terme. On fait une baisse de moins 15%, c'est une très bonne zone d'entrée. Et bien sûr, en dessous, ça sera excellent aussi, hein, mais voilà, ici on a notre ligne de coup de notre W qui ici on a une bonne confluence entre plusieurs niveaux qui sont clairement très intéressants. Moi la charte que je surveille c'est ETH BTC, puisque c'est un niveau que je lui avais parlé, cette ligne de coup qu'on a touché et qu'on est en train de travailler, que j'avais parlé depuis qu'on a break ce niveau-là, depuis qu'on a proposé cette structure en M-top, ici, où on avait clairement la confirmation comme quoi on avait une structure qui était baissière, et ça ne m'étonnait pas d'aller rechercher cette zone de demande ici. On a eu un rebond assez violent quand même, on est en train de combler, enfin on a comblé cette zone d'imbalance, par contre on doit avoir un rejet dans les prochaines semaines. Si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, ça serait vraiment pas bon pour Ether sur le long terme, dans le sens où Ether, techniquement, au dernier cycle, il a bien surperformé le BTC. Depuis le top de marché, là, on est rentré globalement dans un range, ok, où on a des phases où Ether surperforme le BTC, BTC surperforme Ether, mais voilà, on n'a pas une réelle direction de marché. Techniquement, pour moi, je vois plus cette charte cassée à la hausse, hein, parce que Ether a plus de fonctionnalités que BTC, a plus de... Ether, c'est un peu où BTC est plus sécurisé, là-dessus il n'y a pas de souci, et si vous cherchez juste à investir de manière passive sur les cryptos sans prendre zéro risque, BTC c'est le mieux. Maintenant je pense que Ether ça sera la crypto qui offrira le meilleur risque-rendement, parce qu'il fera des rendements beaucoup plus importants que le BTC sans prendre un gros risque non plus. Voilà, c'est... On va dire toutes les cryptos du jour au lendemain peuvent disparaître. J'ai du mal à voir BTC et Ether par contre disparaître. Donc c'est une charte, je vois, plus cassée vers le haut et aller avoir un Ether qui est à 0,1. C'est-à-dire que un Ether vaudra 10% d'un BTC. Donc si on a un BTC à 30 000 $, un Ether vaudra 3 000 $ tout simplement. Bon, pour le moment c'est pas le cas, on est au niveau des 0,057, mais voilà, pas de range, c'est plus une zone où on va faire de l'arbitrage, on va plutôt préférer switch ces BTC en Ether pour surperformer, parce que c'est pareil, on est clairement sur un niveau de support. Voilà, pour cette charte, alors, Nasdaq, S&P, alors, on va commencer par le S&P, on a toujours validé cette structure en M, ok, on voit que le marché a trouvé une zone de demande sur du court terme, on a une petite réaction. Est-ce que c'est le genre de pattern qui nous dit comme quoi on se retourne, que c'est bon, on repart faire un nouveau sommet? Non, pour moi ici la dynamique elle est clairement baissière, d'accord. Je vois juste qu'on est sur un pullback ici au niveau de notre ligne de coup. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à... Il n'y a pas d'opportunité. Des opportunités de longue, non. On ne longue pas une tendance baissière. Alors, pour moi ici, faire de la contre-tendance, chercher un long, il y en a qui pourraient le prendre, moi personnellement je le prendrais pas. Short le marché, c'est compliqué maintenant. Comme je dis, l'opportunité elle était vraiment ici. On est revenu chercher ce niveau de prix. Là on avait clairement une bonne zone. Là pour moi c'est pas très intéressant dans le sens où le risk reward ne serait pas intéressant selon moi, parce que ça vous fait rentrer ici. Stop loss au niveau du précédent sommet ici, et risk reward 2 pour 1. Ça revient chercher des niveaux beaucoup trop bas. C'était pas intéressant. Par contre ici, au moment où on était revenu chercher cette zone de résistance, chercher à mettre un short, stop loss sous le précédent sommet, là voilà, là c'était un trade déjà qui était plus intéressant, et on avait un TP au niveau de notre précédent creux, donc même pas besoin de break, juste revenir chercher le précédent creux, là ok c'était un trade qui était beaucoup plus intéressant. Maintenant, en tout cas la charte est clairement baissière selon moi, on est dans une dynamique baissière, on a un flux qui est vendeur, techniquement long ici, non, vaut mieux patienter, trouver une zone, on a des acheteurs structurés, voilà, une structure qui nous montre comme quoi les acheteurs sont présents, et là on pourra inverser notre dynamique. Le Nasdaq c'est à peu près pareil, sauf que lui il a pas encore break ce niveau-là. En plus lui il a de la marge, hein. S'il break le prochain niveau il est ici, donc on pourrait y aller rapidement. Lui il a pas break, on est globalement dans un range, le Nasdaq est plus fort que le S&P. On n'a pas break, on a pris la liquidité et là on essaye de se retourner. On a structuré un petit W ici, voilà. On voit que le Nasdaq globalement est plus fort que le S&P. Donc à la limite, chercher des longues là-dessus, ça serait déjà plus intéressant et plus logique que le S&P. Maintenant, comme je dis, au vu du contexte de l'économie, de ce qui se passe en ce moment, moi, ça serait sans moi, tout simplement. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. N'hésitez pas d'ailleurs à noter des fois, parce que je dis beaucoup de choses, dans les vidéos de tous les jours vous pouvez apprendre des choses, il y a des trucs que je répète aussi, parce que tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, donc voilà, des choses je répète, comme d'habitude c'est à but pédagogique, mais n'hésitez pas à prendre des notes sur des tips que je donne, sur l'utilisation de certains outils, de certaines méthodes ou autres, ça peut vous servir, parce qu'on pense retenir, mais je vous assure, on ne retient pas.
on ne retient pas. Et c'est pour ça des fois je répète de temps en temps, parce que c'est comme ça qu'on retient également si on répète plusieurs fois. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.